10h14 sur LCI, on est ensemble jusqu'à midi et on va revenir bien sûr sur l'attentat de Berlin qui a fait, je vous le rappelle, 12 morts et 48 blessés. Hier, le principal suspect, un demandeur d'asile pakistanais, a été relâché. L'auteur ou les auteurs de l'attaque sont donc toujours en fuite. L'Allemagne, touchée au cœur de sa capitale à quelques jours de Noël, touchée dans son vivre ensemble. On va revenir sur l'enquête, mais aussi sur les conséquences de cet acte terroriste en Allemagne et en Europe. Politique migratoire de Merkel, renforcement de la sécurité, coopération entre les services de police et de renseignement. Pour en parler avec nous en plateau, Gilles Sakaz, président fondateur de Galice, ancien cadre du service action de la DGSE, Driss Saïd Youssef, président de l'Institut Léonard de Vinci et auteur pour le compte du ministre de l'Intérieur d'un rapport sur la formation des forces de sécurité publique, François Gemmen, chercheur à Sciences Po, spécialiste des flux migratoires, et Cyril Brett, enseignant à Sciences Po Paris, et vous dirigez le site de géopolitique Eurasia Prospective, et votre livre Qu'est-ce que le terrorisme sortira en mars prochain. Dimanche soir, donc, un camion a foncé dans la foule en plein marché de Noël à Berlin. 12 morts, 48 blessés et l'auteur de l'attaque dans la nature. On fait le point sur l'enquête avec Anthony Favelli. C'est le groupe État islamique qui affirme être à l'origine de l'attaque au camion bélier. Revendication opportuniste ou non, le mode opératoire et la cible choisie sont bien ceux du groupe terroriste. Nous venons de prendre connaissance de cette supposée revendication du groupe État islamique, qui n'est en fait qu'une bande de terroristes. Les enquêteurs suivent actuellement plusieurs pistes. Personne ne relâchera l'effort tant que le ou les auteurs de l'attaque n'auront pas été capturés. De potentiels fugitifs, toujours en possession d'une arme, sans doute celle qui a servi à tuer le chauffeur polonais du camion utilisé pour foncer sur la foule. Les enquêteurs vont s'intéresser principalement à ce qui peut être recueilli sur le camion, c'est-à-dire des traces, des fibres, des empreintes, mais également essayer de déterminer si des appels ont été passés sur les bornes qui se trouvaient à proximité de l'incident et éventuellement des caméras qui auraient pu filmer son déplacement jusqu'aux abords du lieu où on a vécu le drame. Des caméras de vidéosurveillance, mais aussi des images amateurs tournées par des témoins du drame. La police berlinoise les appelle d'ailleurs à lui confier ces vidéos sans les diffuser sur les réseaux sociaux. C'est donc clairement une chasse à l'homme qui commence pour les services de police et de renseignement en Allemagne, Gilles Sakaz. Oui, effectivement, c'est une chasse à l'homme, c'est finalement assez classique. C'est-à-dire qu'on va s'attacher à récolter toutes les choses factuelles et toutes les moindres informations sur le camion, sur la scène, etc., de manière à remonter jusqu'à trouver la trace. Mais hier, on entendait parler de fiasco, etc. Je veux dire, la tâche est difficile. La confusion, finalement, elle est peut-être normale. On sait qu'il a été arrêté notamment parce que plusieurs témoins, en fait, ont vu cet homme. Et puis, on pensait... Là, la confusion, finalement, elle est peut-être pas étonnante, c'est ça ? Oui, parce que c'est brutal. Oui. Et forcément, les forces de police n'excluent rien. Donc, je veux dire, une interpellation, ça ne fait pas un coupable. Et au contraire, moi, je trouve qu'il y a quand même une relative sérénité autour de tout ça qu'il faut saluer. Et, c'est bien. Un homme seul ou un réseau, aujourd'hui, Cyril Brett, on parle plus des loups solitaires. On parle souvent, en fait, finalement, on s'aperçoit que ce sont des vraies cellules derrière. Oui, toutes les terminologies qui sont proposées sont toujours prises de court par le caractère hautement évolutif des organisations, des modes opératoires terroristes. D'une certaine façon, c'est très important pour les enquêteurs de savoir quel est le réseau, quelle est la nature même de l'organisation qui est derrière. Mais du point de vue de l'opinion publique, donc du point de vue des effets poursuivis par les terroristes, le maximum de vulnérabilité n'importe où, n'importe quand, l'effet est déjà rempli et le débat est quasiment clos. Ça a été revendiqué. Ça a été affiché, ça a donc été réinscrit dans un climat, dans un contexte géopolitique global où la crise en Syrie et dans le Moyen-Orient, la crise des réfugiés et la campagne électorale allemande qui va battre son plein à partir du début de l'année prochaine vont être placées sous le signe des attentats. Et pour l'Allemagne, pour l'opinion publique allemande, ça va être une donnée nouvelle, enfin faussement nouvelle, ça va être une donnée fondamentale qui va sans doute représenter un handicap pour la candidature Merkel. Toute la question est de savoir si l'opinion allemande va basculer dans l'équation simple, réfugiés,
égale terroriste, égale vulnérabilité de l'Allemagne. Et si les solutions alternatives qui seront proposées à celles de Merkel vont être endossées par une majorité d'Allemands. François Gemène, en effet, on en entend beaucoup tout de suite, alors notamment aussi l'extrême droite qui tout de suite va pointer la politique migratoire et les migrants. Il est certain que beaucoup vont chercher à exploiter, évidemment, cet attentat terroriste pour essayer de poursuivre un but politique. Et donc on voit très bien que dès les premières heures après l'attentat, les marchands de haine, les marchands de peur commençaient déjà à festoyer sur le corps des victimes, tout en guettant le prochain attentat sur le mode « élisez-moi et il n'y aura plus d'attentats ». On sait bien que ce n'est pas aussi simple que ça. Et il y a quelque chose de profondément honteux et d'indigne à exploiter ainsi un attentat et la douleur des victimes pour poursuivre un agenda politique. Ils sont préparés à tout ça, Driss Saïd Youssef, les services de police et de renseignement allemands, quand même, on s'en doute. On le savait, beaucoup disent aujourd'hui, on s'y attendait. Ils sont préparés à ce genre de choses, d'attentats et de gérer surtout la suite. De gérer la suite, on est dans une crise. Donc oui, les services spécialisés sont toujours habitués à gérer une crise. Après, le risque zéro n'existe pas. Je rappelle que l'organisation dans notre pays, vous avez à la fois la sécurité publique et la police judiciaire. Ce sont deux services qui sont différents, aux missions différentes et aux formations différentes. Donc l'organisation de notre pays, d'ailleurs on l'a vu depuis maintenant quelques mois avec démantèlement d'un certain nombre de réseaux. Soit on met ça sur le compte de l'état d'urgence, ce qui en réalité pas le cas, mais plutôt ça sur le compte des services spécialisés de police judiciaire, les services de renseignement, la DGSI, aussi une participation de la DGSE, parce qu'il y a aussi du réseau qui est fait, du renseignement qui est fait à l'international, qui permet aujourd'hui à notre pays de démanteler un certain nombre de réseaux. Mais là encore une fois, si on n'est certes pas dans ce qu'on appelle des loups solitaires, mais il y a encore des bandes organisées, des bandes de terroristes, c'est toujours aussi difficile de les démanteler parce qu'ils s'entourent d'un luxe de précaution pour rendre effectivement leur passage très discret. Et on l'a vu, ce qui s'est passé au mois de novembre, un raid qui est arrivé, enfin un raid, une bande de terroristes arrivée de Belgique pour commettre le lendemain un attentat sur notre territoire. Donc là encore, c'est de plus en plus difficile de détecter un peu ces mouvements. Et si on regarde aujourd'hui, y compris en termes de financement, ça l'est encore davantage. Quand on regarde l'attentat, que ce soit de Charlie Hebdo ou de la boucherie Kasher, ça n'a pas coûté des dizaines de milliers d'euros. L'attentat à Berlin, ça n'a pas non plus coûté beaucoup d'argent. Or aujourd'hui, notre système, en tout cas notre législation, est aussi configurée avec Tracfin, etc., de démanteler des flux financiers. Ça reste quand même toujours très difficile. Voilà. Dans les éléments de l'enquête, tout à l'heure, Cyril Brett, vous avez dit en effet, Daesh a revendiqué l'attentat dans un communiqué, mais alors dans ce communiqué, il parle d'un soldat avec très peu de détails sur ce que d'habitude ils appellent leur frère. D'habitude ils développent sur sa famille, sur lui. Là, rien. Est-ce que ça peut être un élément justement, alors évidemment sans entraver l'enquête et faire trop de spéculation, mais un élément sur le fait que peut-être justement soit ils ne savent pas qui c'est, soit justement ils ne veulent pas trop en dire sachant que cette personne est en fuite. Oui, vous avez raison, la terminologie utilisée, celle du soldat, est intéressante à double titre. D'abord parce qu'on ne sait pas si c'est un schéma de franchise, si c'est un réseau très lâche ou si c'est une organisation vraiment intégrée. Et puis l'autre versant, c'est le versant symbolique et la portée. Exactement comme dans les attentats commis en France, Daesh revendique, à tort ou à raison en l'espèce, mais revendique un état de guerre, revendique donc le statut de belligérant, revendique donc le statut d'État, une espèce d'organisation para-étatique qui a tous les services régaliens, sociaux d'un État. Donc en fait, c'est peut-être ça la nouveauté de Daesh par rapport à Al-Qaïda ou à d'autres organisations. C'est une ambition étatique et l'ambition de faire jeu égal, de donner l'illusion en tout cas de faire jeu égal avec les États. Et c'est une vieille tactique terroriste qui est de se faire plus grand qu'on est, d'essayer de pousser les victimes et de pousser les États qui sont ciblés indirectement à travers les victimes dans une spirale de guerre, de belligérance. Et là, la réponse allemande est une réponse, comme ça a été souligné, c'est une réponse extrêmement sereine. Et j'aimerais marquer simplement la différence qu'il y a entre une réponse française et une réponse allemande. Tout d'abord, d'un point de vue doctrinal, le livre blanc allemand n'aborde pas le terrorisme sous le même angle et se refuse justement à déclarer une guerre au terrorisme. Deuxièmement, on voit bien que ça n'est pas une solution militaire ou un continuum entre sécurité et armée qui est privilégié, mais un traitement purement d'affaires intérieures, de grande criminalité, de criminalité organisée. Et enfin, la réponse allemande va être une réponse qui va être
extrêmement ferme et intransigeante sur les droits fondamentaux. Donc la façon dont la lutte antiterroriste est envisagée en Allemagne, même si évidemment l'ennemi est commun, les menaces sont largement communes, va être sensiblement différente du tour que prend le débat sur l'antiterrorisme en France. On l'a bien vu d'ailleurs, si vous me le permettez, dans le discours du ministre allemand de l'Intérieur, Thomas de Maizière, qui dit « Nous ne sommes pas en guerre, ce n'est qu'un groupe de terroristes ». Exactement. Et ce qui est un discours très très différent du discours qu'on a entendu. Est-ce que c'est pas une sorte de déni quand même, du coup, dans ce cas-là ? Alors moi, je salue également la grande sérénité des autorités allemandes, c'est un fait. Il ne faut pas minimiser la menace, quoi. On a l'impression peut-être, non ? Néanmoins, c'est pas, comment dire, à moins de décider de changer la sémantique, mais c'est pas nous qui avons défini, les mots. Et le terrorisme, c'est une guerre asymétrique. C'est pas un concept que j'invente là aujourd'hui sur le plateau. C'est une guerre asymétrique. Donc on peut nier cette forme de guerre-là, mais c'est une forme de guerre qu'on nous a déclarée unilatéralement. Donc je veux dire. Intellectuellement, il faut qu'on accepte cette idée. Alors, il ne faut pas s'emballer. On n'a pas affaire à un État, c'est important de le souligner. Il ne faut pas les valoriser en les traitant comme un État. Mais on ne vient pas de découvrir le terrorisme dans nos sociétés occidentales. Donc, je veux dire, il a la même... Alors, d'abord, le terrorisme, ce n'est qu'un moyen, ce n'est qu'un mode opératoire. Donc, il faut commencer par nommer l'ennemi, parce que l'ennemi, ce n'est pas le terrorisme. L'ennemi, ce n'est pas le camion. L'ennemi, c'est ce à quoi sert cet outil-là. C'est-à-dire, l'ennemi, c'est l'islamisme radical. Il faut le dire, parce que si on ne le dit pas, on n'a pas d'ennemi, du coup. Donc, on n'a pas de guerre, effectivement. Donc, on est en guerre, on nous fait une guerre asymétrique, pour laquelle on est parfaitement dimensionné pour la gérer sereinement. Et quand je dis on, c'est étendu à l'Europe. Pour peu qu'intellectuellement, on l'accepte et qu'on veuille mener cette guerre. D'où l'importance, là je suis un peu en désaccord, d'où l'importance d'accepter cette idée d'être en guerre et de réagir en tant que tel. Mais c'est très important de ne pas appeler les terroristes des soldats. Si vous les appelez des soldats, ça veut dire que vous en faites une cause légitime pour laquelle se battre et vous risquez malheureusement de créer de nouvelles vocations et donc de nouveaux attentats si d'un coup les attentats apparaissent comme une cause légitime. C'est pour ça que c'est très important de ne pas employer le vocabulaire de soldat qui malheureusement... Et c'est pour ça aussi que... C'est aussi à mon avis très important de ne pas s'engager dans une guerre et de ne pas utiliser les concepts de la guerre, tout simplement du point de vue du résultat pratique. Dans une guerre, on a un état final recherché, une victoire qu'on peut remporter. Là, ça n'est pas possible, et ça n'est pas le point d'ailleurs. Et d'ailleurs, les concepts que vous utilisez, c'est gérer une menace. On ne l'éradiquera pas, c'est extrêmement malheureux, mais on n'est pas sur un champ de bataille, la menace est diffuse, et la menace n'obéit pas à la logique d'un belligérant qui est de détruire l'ennemi. C'est une logique qui est triangulaire, d'envoyer un message de vulnérabilité généralisée à la civilisation occidentale et aux sociétés ouvertes pour la contraindre à se nier elle-même. C'est une vieille technique qui a été utilisée d'ailleurs par les anarchistes à la fin du 19e siècle et qui n'est pas l'apanage, vous avez parfaitement raison, l'ennemi c'est pas le camion, c'est pas le modus operandi, mais c'est l'idéologie qui est derrière. Donc la belligérance avec les terroristes induit l'idée selon laquelle on peut remporter la victoire. Non. On peut diminuer le niveau de menace, mais c'est une mobilisation qui est constante et qui est d'une autre nature que l'effort de guerre. C'est justement toute la difficulté de la lutte antiterroriste qui doit respecter les règles de l'état de paix et la coexistence pacifique à l'intérieur d'une société et utiliser certains des moyens de la belligérance. On va s'arrêter là pour faire une pause pour l'essentiel de l'info et on se retrouve juste après. 32 LCI et vous, on parle de l'attentat de Berlin et de ses conséquences en Allemagne et en Europe. Et justement, première conséquence de cet attentat en Europe, le renforcement de la sécurité. On regarde ce sujet signé Anthony Favelli. À Rome, dans la capitale italienne, la sécurité a été renforcée près des lieux de culte, des institutions et des sites touristiques. J'ai vu beaucoup de sécurité autour des monuments et je me sens vraiment rassurée. La Pologne a opté pour le renforcement des effectifs de la police militaire dans les gares et les centres commerciaux. L'Autriche, elle, met l'accent sur ses nombreux marchés populaires, notamment à Vienne, qui ne compte pas moins d'une vingtaine de sites. Patrouille accrue également dans les pays scandinaves et en République tchèque. D'autres pays comme la Belgique et le Royaume-Uni maintiennent simplement leur niveau d'alerte déjà élevé. C'est très important de souligner que nos services de sécurité et nos agences de renseignement font un travail absolument extraordinaire pour nous maintenir en sécurité. À Birmingham, des barrières ont été érigées ces dernières semaines autour du plus important marché de Noël du pays. Chacun dans son coin, on a l'impression, mais est-ce qu'il y a une vraie coopération ? Alors là, je parle vraiment en matière de sécurité. Gilles Sakins, par exemple.
Oui, il y a une coopération. Elle n'a fait que se renforcer depuis des années, et notamment depuis les principaux attentats qu'on a pu subir en France et en Belgique et ailleurs. Néanmoins, je pense qu'il y a un vrai intérêt à renforcer encore ça et à l'améliorer, notamment, on en parlait hors antenne tout à l'heure, notamment au niveau de la vision, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'échelon opérationnel travaille ensemble, mais politiquement, on sent bien des divergences notables entre les différents pays européens, notamment en matière de contrôle aux frontières. Et on ne peut pas nier qu'il y ait un lien direct entre, sans parler de flux migratoires, mais juste de contrôle aux frontières, sans même parler de politique migratoire, mais de contrôle aux frontières. C'est tellement vrai que, quel que soit le pays d'ailleurs, notre ministre de l'Intérieur, hier, annonçait un renforcement des contrôles aux frontières. Si ça ne sert à rien, s'il n'y a pas de lien, pourquoi on le fait ? En plus, qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Ça veut dire qu'on remet du contrôle où on l'avait enlevé. Les Allemands ont fait la même chose d'ailleurs, pourtant avec une approche différente. Donc je veux dire, si depuis des décennies, toutes les nations organisent un contrôle sur leurs frontières, c'est que ça doit quelque part avoir une utilité. Ou alors on est tous fous depuis des siècles. Vous voulez réagir, André Saïd Youssef ? Je pense que dans le prolongement de ce qui a été dit tout à l'heure, il faut être à la fois lucide et honnête. On a quand même péché un peu par paresse intellectuelle. C'est-à-dire qu'on a considéré, on a employé des rhétoriques qui sont des rhétoriques guerrières, à juste raison, parce que nous sommes nous-mêmes impliqués dans un certain nombre de théâtres d'opérations extérieures. On a refusé de regarder ensuite la réalité en face. C'est aussi la conséquence d'une politique étrangère qui est irrationnelle et qui a conduit un certain nombre de nos jeunes Français à partir faire ce qu'on appelle le djihad. Et on a aujourd'hui un certain nombre de jeunes qui reviennent pour commettre des attentats dans le pays. Et ce qu'on refuse de voir, c'est que depuis maintenant à peu près 2 ans, on a des jeunes Français qui sont nés sur le territoire de la République, qui ne sont pas des immigrés, et qui commettent des attentats absolument atroces sur notre pays. On a eu quelques étrangers, mais qui ont effectivement servi pour la circonstance. Et donc, c'est une guerre qui est idéologique. Il l'a très bien dit tout à l'heure, Gilles. C'est idéologique. On peut mettre en place tous les dispositifs qu'on veut. On a fait l'état d'urgence, on a renforcé l'arsenal juridique pour lutter contre le terrorisme, le blanchiment qui pourrait servir au terrorisme. On a augmenté nos effectifs de police, on a augmenté les contrôles, on a augmenté la participation, à juste raison, de la sécurité privée qui concourt à la sécurité globale de la nation. Mais ça ne sera jamais suffisant. Parce que cette guerre, elle est idéologique. Et quand on parle de la radicalisation, et qu'on ne sait pas encore traiter la radicalisation, et qu'on ne sait pas comment faire avec ces individus qu'on emprisonne pour une durée qui ne peut pas être indéterminée, il nous faudra regarder les choses en face. Et que de considérer à un moment donné qu'on va mettre des camions-bennes pour empêcher les accès, c'est bien. Ça a des allures de camp retranché, c'est indispensable pour la circonstance, mais que ça ne peut pas être éternel. Parce que les Français ont aussi le droit de vivre en liberté. Oui, et puis on se doute que ça peut être aussi, ils peuvent utiliser de toute façon tous les moyens. C'est très compliqué quand quelqu'un a décidé et qu'il n'est pas pris avant de le retenir. Je voudrais revenir sur les frontières avec vous, François Gemenne. Comment ça se passe ? C'est-à-dire que quand ils passent les frontières, il n'y a pas de prise d'empreinte, par exemple. On ne sait pas finalement. Ils sont recensés, c'est très compliqué, on le sait. Alors, il faut distinguer les frontières à l'intérieur de l'Union européenne. On voit qu'on a renforcé les contrôles aux frontières avec l'Allemagne, avec d'autres pays limitrophes, et les frontières extérieures de l'Union européenne. Pour ce qui concerne les frontières intérieures de l'Union européenne, qu'on a donc ouvertes depuis l'espace Schengen, les accords de Schengen prévoient que l'on peut rétablir les contrôles aux frontières dans des cas de menaces graves sur la sécurité de la nation. C'est donc ce qu'on est en train de faire ici pour le moment. Dans un contexte terroriste, les différents États ont le droit de rétablir des contrôles aux frontières à condition que ça soit justifié et que ça soit pour une période limitée. C'est ce qui est en train d'être fait pour le moment. Alors ensuite, en ce qui concerne les frontières extérieures de l'Union européenne, en même temps qu'on libéralisait les frontières intérieures, on a renforcé le contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne. Aujourd'hui, cette frontière est archi-surveillée. Il y a notamment des navires de l'OTAN qui patrouillent. Le problème, c'est qu'il y a des crises aux abords de l'Union européenne qui font qu'un grand nombre de personnes souhaitent obtenir le droit d'asile dans l'Union européenne et cherchent à se réfugier dans l'Union européenne, soit pour sauver leur vie, soit simplement pour nourrir leur famille. Et comme il n'y a pas de canaux d'accès sûrs et légaux vers l'Union européenne, ces gens sont obligés de prendre des bateaux, sont obligés de confier leur vie à des passeurs, de risquer leur vie, et on a donc laissé le chaos s'installer en Grèce ou en Italie, des pays qui aujourd'hui n'ont pas les moyens d'enregistrer tout le monde, ni de prendre des empreintes. Aujourd'hui, ce sont les passeurs, en quelque sorte,
qui détermine qui arrive dans l'Union européenne, à quelles conditions. Ce sont les passeurs qui font la politique migratoire de l'Union européenne. Et donc, faute d'avoir ces canaux sûrs et légaux qui permettraient justement de contrôler et d'enregistrer ceux qui arrivent dans l'Union européenne, faute d'avoir une politique commune en matière d'asile et d'immigration, on a laissé le chaos s'installer aux frontières extérieures. Et malheureusement, le résultat, c'est que oui, effectivement, certains terroristes ou individus mal intentionnés peuvent se glisser parmi les flux de réfugiés ou de migrants. Mais, je le répète, et c'est très important, l'essentiel des auteurs des attentats, c'était des gens qui étaient nés et qui avaient grandi en Europe. Ce n'est pas des gens qui étaient arrivés via l'extérieur. Et malheureusement, il faut reconnaître aujourd'hui que Daesh a suffisamment de recrues à l'intérieur de l'Europe pour ne pas devoir faire recours à des recrues étrangères. D'ailleurs, Cyril Brett, Daesh le dit aujourd'hui, il leur dit ne partez pas, restez en fait en France, en Allemagne, en Europe et attaquez dans le pays lequel vous êtes, mais ne venez pas. Oui, c'est tout à fait l'effet de contamination qui est visé par la propagande, par le fait qui est instillé en Allemagne, en Belgique, en France, au Royaume-Uni. Quand on organise un attentat, quand on fait un certain nombre de victimes, quand on recourt à la violence de masse et à la violence symbolique extrême, on veut montrer la possibilité de déstabiliser un État. On veut montrer qu'un État pluriséculaire, la France, un État plus récent, mais très architecturé, l'Allemagne, sont vulnérables, peuvent être frappés, peuvent être désorganisés, peuvent être symboliquement, dans la capitale, sur l'équivalent des Champs-Élysées à Berlin, peuvent être affaiblis. C'est pour ça que ce qui est absolument essentiel et ce que les pouvoirs publics font d'une façon non coordonnée en Europe encore, c'est de montrer la résilience des États et de montrer la solidité des États, aussi bien sur le fonctionnement, mais là, les déroulements d'enquête font dorénavant l'objet d'une communication qui est très maîtrisée, sur la protection des libertés publiques, sur la protection des lieux publics. Bon, il faut simplement se rendre à l'évidence, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, les modes opératoires des terroristes sont hautement évolutifs. Une fois qu'on aura retranché, placé les marchés de Noël derrière des retranchements, ils trouveront un autre... voilà. Par construction, le terroriste a toujours une étape d'avance. Alors, les capacités d'anticipation, de réflexion, de maîtrise des fonctions régaliennes de l'État permettent d'y répondre, mais la menace restera diffuse tout simplement parce qu'elle se transforme elle-même constamment. Driss Saïd Youssef, vous voulez réagir ? Oui, sur deux choses. D'abord, sur la politique européenne. Aujourd'hui, la politique européenne en matière migratoire, elle se résume simplement à la politique du carnet de chèques. C'est-à-dire qu'on fait un chèque au gouvernement turc pour qu'effectivement la Turquie garde les gens chez eux. Les gens, c'est très juste. C'est pareil un peu en Afrique. C'est très juste. On n'a pas à juste raison, mais parce que chaque pays est un pays souverain et doit définir sa politique étrangère, sa politique migratoire. On a vu ce qu'a fait Angela Merkel, ce qui serait peut-être pas forcément possible en Grande-Bretagne ou en France. Donc là, c'est aussi une lucidité que nous devons avoir sur ce qu'est l'Europe. Le deuxième point, c'est qu'après, en matière de coopération, y compris en termes de renseignement, on a eu du mal à sortir le PNR, qui est l'outil qui va permettre de recenser un certain nombre de données, notamment aériens, etc., sur des individus. Là encore, c'est assez laborieux, et je ne suis pas sûr du résultat. C'est-à-dire que, voilà, donc si on va concentrer, c'est pas parce qu'on concentre de l'information qu'on arrive bien à l'échanger. Donc c'est assez léger, voilà. Gilles Secas, justement, on en parlait tout à l'heure de ce renforcement de la coopération entre les services de renseignement. On n'a pas tous la même façon de travailler. On parlait notamment avec l'Allemagne, pas forcément la même vision. Comment on va pouvoir concrétiser ce renforcement de la coopération ? Est-ce qu'il va pouvoir vraiment se faire ? Est-ce qu'il va pouvoir se faire, ce renforcement ? Oui, il se fera parce qu'on apprend toujours plus dans la difficulté de ces échecs finalement. Et on voit à chaque étape, à chaque attentat majeur, cette coopération, elle est renforcée, elle est de plus en plus efficace. Alors, il ne faut pas noircir le tableau. C'est un peu... Tout est perfectible, mais tout système est perfectible. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faille rien faire, mais sincèrement, on voit une nette évolution à chaque incident et on va vers une amélioration, c'est indéniable. Après, moi, je voudrais revenir sur les modes opératoires. Je crois qu'il faut un peu démystifier. On a l'impression qu'on a en face de nous des gens brillants, c'est absolument pas le cas. On a une difficulté à anticiper les modes opératoires, parce que l'islam aujourd'hui radical, les mouvements islamistes, Daesh, mais pas seulement, au-delà de ça. On a eu avant ça, il y a ACMI, il y a tellement de mouvements, il y aura un après-Daesh. Après Daesh... oui, il y aura d'autres groupes terroristes avec des idéologies radicales. Le terrorisme islamiste ne va pas s'arrêter après Daesh. Je veux dire, il faut s'y préparer. Ce serait trop facile. Je veux dire, Daesh, c'est bientôt fini. Parce qu'ils ont commis cette erreur stratégique de vouloir construire un État, ce qui est une erreur stratégique, si vous voulez. C'est le meilleur service qu'on puisse rendre à une puissance
occidentale, c'est de vouloir faire une guerre d'opposition. Mais est-ce que c'est pas leur détermination qui est très dangereuse, peut-être comparer la détermination de vouloir imposer la charia, de vouloir détruire l'Occident, si sûr. En tout cas elle ne veut pas formater à la charia. Ils sont dans une logique... Beaucoup de journalistes qui ont suivi plusieurs groupes terroristes et disent que vraiment Daesh aussi, c'est le côté vraiment dangereux, c'est la détermination de ces soldats entre guillemets. Est-ce que c'est Daesh ? Est-ce que Boko Haram n'est pas déterminé ? Est-ce que AQMI n'est pas déterminé ? Est-ce que... La fraction armée rouge était déterminée. Bien sûr. C'est la définition même du fanatisme terroriste. C'est-à-dire que face à des acteurs qui essayent d'être rationnels, les États, vous avez des acteurs qui obligent à des logiques qui sont, elles, irrationnelles et qui vont jusqu'au sacrifice suprême de se faire sauter soi-même. Donc, évidemment, il y a une asymétrie, pour reprendre le terme de tout à l'heure, une asymétrie dans les moyens, les sacrifices et les efforts qui sont consentis par chacune des organisations. L'idéologie, c'est-à-dire un système fermé d'interprétation du monde, particulièrement simpliste en ce qui concerne Daesh, parce que de même qu'on mythifie les modes opératoires, de même on mythifie la puissance théologique d'exportation des idéaux islamiques. Pour un musulman un peu éclairé sur sa propre religion, c'est d'une pauvreté théologique, les communiqués de Daesh, qui sont affligeants. C'est pas qu'on a affaire à une version radicalisée, particulièrement sophistiquée de l'islam, c'est qu'on a une version ultra appauvrie et caricaturale de l'islam qui est utilisée à des fins de violence. Donc, de même qu'il faut démythifier, pour pouvoir répondre de façon rationnelle, il faut démythifier aussi la portée religieuse des actions qui sont commises ici. Alors, Pardon. En termes de mode opératoire, on peut avoir affaire à des modes opératoires très sophistiqués, parce qu'ils sont capables de les mettre en œuvre, et ils nous l'ont démontré, vraiment au sens large. Mais aussi, et c'est ce qui rend paradoxalement les choses complexes en termes de mesures à mettre en place pour prévenir, c'est qu'est-ce que vous voulez faire ? On a parlé de loup solitaire. Moi, je déteste ce terme-là parce qu'il y a un petit côté romantique un peu qui est insupportable. Compte tenu qui peut être traduit comme ça. Mais ils sont imprévisibles parce que justement, c'est très facile de s'en prendre à une cible molle. On n'a pas affaire à des cibles très... Oui, c'est facile de tirer dans le dos de quelqu'un, par exemple, voilà, ou de s'attaquer aux enfants. C'est pas très glorieux. D'autant qu'ils n'ont pas la contrainte que peuvent avoir un service d'État ou peuvent avoir des unités spéciales, par exemple, qui consistent à exfiltrer leurs agents après l'action, si vous voulez. Là, c'est suicidaire, donc c'est pas très complexe. Ils peuvent prendre un camion, une arme blanche, un fusil de chasse. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le côté sommaire. La vulnérabilité. Dans une guerre classique, vous avez deux types de soldats qui s'affrontent. Là, la cible, c'est la population civile. Cible molle. Donc, tout un chacun, ici, partout dans la rue, nous sommes des cibles. Alors que les organisations islamiques, ou que ce soit des individus isolés ou plus ou moins isolés, ou des franchises, sont eux particulièrement concentrés. Donc la dissymétrie de la vulnérabilité est manifeste elle aussi. Alors, la menace, elle est réelle, notamment évidemment en France. Cet attentat, il a quand même des conséquences sur la France, notamment. Alors, on parle du renforcement de la sécurité, mais en fait pas vraiment parce qu'elle est déjà en fait renforcée à son maximum. On va faire quand même un état des lieux des forces de police en France. On regarde ce sujet de Nivin Potros et on en parle juste après. Ces dernières semaines, 70 unités de forces mobiles supplémentaires ont été mobilisées, soit un peu plus de 700 gendarmes et CRS. En plus de ces hommes, le gouvernement a annoncé une montée en force du plan Sentinelle. Le nombre de militaires est progressivement passé de 7 000 à 8 500 pour protéger notamment les lieux de rassemblement. Mais renforcement d'effectifs ne veut pas forcément dire recrutement. Il s'agit en réalité d'un redéploiement des forces de l'ordre qui étaient jusqu'à présent affectées à d'autres missions et souvent déjà épuisées. Les policiers sont fatigués. Ils sont fatigués parce qu'ils sont là depuis 2 ans, on leur demande beaucoup, on réduit leur capacité de pouvoir partir en congé. Ils ont une procédure pénale qui s'est complexifiée, donc il faut qu'ils tapent beaucoup de papiers, etc., etc. Tout ça conduit à une fatigue, une grogne. Pour soulager les effectifs, le gouvernement a promis le recrutement de 5000 gardiens de la paix d'ici 2018. Oui, parce qu'en parallèle, c'est assez compliqué pour les forces de l'ordre en ce moment en France. Driss Ait Youssef, vous êtes l'auteur, pour le compte du ministre de l'Intérieur, d'un rapport sur la formation des forces de sécurité publique. Qu'est-ce que vous dites dans ce rapport et quel état des lieux vous faites ? L'état des lieux, il y a plusieurs états des lieux, notamment un peu sur la formation des policiers et des gendarmes, qui est globalement bonne, sauf à considérer qu'il faut qu'il y ait un peu plus de formation continue, donc un parcours tout au long de la vie. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est la mobilisation de policiers et de militaires dans le cadre du dispositif Sentinelle. C'est quelque chose qui est
j'ai envie de dire extrêmement limité, en tout cas aux effets un peu limités, même si ça peut rassurer la population française pour 2 raisons. D'abord parce qu'ils vont cumuler un certain nombre d'heures supplémentaires qui quelquefois ne sont même pas payées, qui sont sucrées. Voilà, pour dire les choses très clairement. Et d'autre part, parce que ça a été dit très justement par le cadre de sécurité intérieure, et parce que ça génère derrière de la procédure pénale, et c'est bien aujourd'hui ce qui empêche les effectifs de police et de gendarmerie d'être sur le terrain. C'est que pour une opération, pour une arrestation, il y a quand même un certain nombre de procédures judiciaire, mais qui est normal un peu pour garantir les droits des individus appréhendés, qui est quand même très lourd, peut-être trop lourd. Et donc, il faudrait peut-être, à la lumière à la fois des dangers, ou en tout cas de la réorganisation des forces de sécurité publique, peut-être revoir un peu tout ça. Et que ce n'est pas en recrutant 5000 policiers, parce que quand on dit 5000 policiers, ce n'est pas forcément 5000 policiers que nous aurons sur le terrain, parce qu'il y a aussi des personnels administratifs, les policiers sont aussi en congé, etc. Donc je ne suis pas sûr que les 5000 policiers soient de nature, encore une fois, à supprimer le risque. Ce n'est pas la vérité. Il y aurait besoin d'une formation particulière ou des points particuliers, notamment sur la lutte antiterroriste pour ces policiers? Alors, c'est plutôt aujourd'hui la police judiciaire qui est plutôt sur des techniques d'investigation, d'infiltration, d'investigation, de pose de micro avec les nouvelles technologies qui aujourd'hui sont beaucoup plus en phase. Aujourd'hui, les effectifs de sécurité publique, c'est comment effectivement réagir. On a aujourd'hui même, alors que je vous parle en Conseil des ministres, un vaste sujet sur à la fois, pas que la légitime défense, mais sur l'état de nécessité. Ça arrive peut-être un peu tard si on considère que la gendarmerie dispose d'un tel dispositif, mais encore une fois, il faut être vigilant parce que c'est là où on tombe facile dans un piège qui est de répondre à une contestation légitime des policiers, qui est de dire on va vous donner la possibilité de pouvoir utiliser ce qu'on appelle l'état de nécessité pour réagir. Il ne faut pas oublier que la chambre criminelle de la Cour de cassation, quand elle a eu à juger des gendarmes qui faisaient l'utilisation de l'état de nécessité justement pour faire usage de leur arme à feu, la chambre criminelle de la Cour de cassation n'a pas toujours donné raison aux gendarmes. Donc là encore, on est dans une espèce d'illusion. On donne l'impression de vouloir faire plaisir aux policiers alors qu'en réalité on ne leur fait pas plaisir. Est-ce qu'il y a eu un côté aussi peut-être émotion? Je pense au port d'armes notamment chez eux. C'était après l'agression de Magnanville. Pour les policiers, ça a été quand même extrêmement difficile de se dire qu'on pouvait, c'était les suivre eux et chez eux, dans leur famille. Donc il y avait ce besoin de pouvoir se protéger. Oui, et puis ce qui a été réclamé d'ailleurs par les syndicats de police, de dire un policier quand il quitte son service... Et accepter qu'il puisse garder son arme. Qui est une bonne chose. Hormis d'être dans une posture idéologique, je ne vois pas si un policier, dans ses heures de service, est apte à porter une arme et on lui fait confiance pour ça et la nation le paye pour ça. Je ne vois pas pourquoi il deviendrait dangereux. Quand il sort il est toujours le même quand il sort du commissariat. C'est idéologique, c'est une posture idéologique. On a un lien avec l'armement en France qui est quand même un peu hystérique. Alors, les deux excès sont mauvais. Hein. Je veux dire, on peut trouver peut-être un juste milieu entre les excès. Mais moi, je voudrais revenir sur la formation. Je pense qu'on a une formation initiale de nos forces au sens large, qu'elles soient police, militaire, qui est quand même très très bonne, relativement à ce qu'on peut observer à l'étranger. Moi, j'ai beaucoup plus travaillé à l'étranger. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas adapter. Je pense qu'il y a et c'est en cours. Hein, je suis pas en train il n'y a pas de révolution à mener en fait, mais il y a un petit durcissement, notamment en termes d'équipement, à faire sur certaines unités de premier échelon. Exemple concret, le Bataclan. Je veux dire, les premiers policiers, malgré leur immense engagement et héroïque qu'ils ont pu avoir, étaient sous-équipés. Donc je veux dire, ça, il faut le corriger. Parce qu'ils ont affaire à de nouveaux modes opératoires en face. Il faut qu'ils puissent... Au niveau des armes, là, vous dites... Au niveau des armes, mais au niveau des armes, mais du coup de la formation, et du coup de la préparation psychologique, etc., etc. Un policier, on a tous des amis, policiers, ils n'ont pas envie de faire la guerre. C'est pas leur construction intellectuelle, mais vraiment, c'est sincère. C'est pas leur construction intellectuelle. Il faut les préparer dans leur propre intérêt et dans l'intérêt collectif à de nouvelles situations un peu plus dures. Voilà. Ça ne veut pas dire d'en faire des militaires. Mais ça veut dire de les préparer pour leur propre sécurité et pour la nôtre, collectivement, à faire face à de nouvelles situations pour qu'ils soient mieux équipés, plus efficaces, etc. Et ça, c'est de l'équipement. Mais avant l'équipement, c'est intellectuel, c'est de la formation et c'est de l'équipement. Ils sont en demande de ça, en plus, je suppose. Hein. Ils sont à la fois en demande de ça, de reconnaissance aussi de leur statut. Et ce qui a été dit, c'est très juste. C'est-à-dire qu'au fait, il faut considérer que la sécurité publique a toujours été le parent pauvre du ministère de l'Intérieur, à l'inverse de la police judiciaire. Si on regarde la DGSI, qui a toujours eu des moyens, etc., d'investigation, et ce qui est normal. Mais la sécurité publique, les policiers de terrain vous diront que c'est quand même assez anormal. Et c'est
vrai d'avoir des véhicules à 150 000 bornes, d'avoir très peu finalement, parce que quand on parle de l'utilisation de l'arme à feu, très peu d'entraînement au tir à l'arme à feu. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de cartouches qui sont utilisées, etc. Donc après, on parle de moyens de protection à titre individuel. Il y a eu des efforts qui ont été faits. On a équipé ces policiers. On a d'ailleurs rendu, notamment dans certaines procédures pénales, leur identité anonyme. Enfin, on a anonymisé leur identité de sorte à ce qu'on ait pu effectivement des drames comme on a pu le vivre récemment. Mais globalement, aujourd'hui, c'est même pas globalement, c'est que les policiers, gendarmes et policiers font très très bien leur métier, mais dans des conditions qui sont quand même quelquefois assez effroyables. Ce qui donne lieu quelquefois à des drames humains dans les commissariats qu'il faut, voilà. On va s'arrêter là parce qu'à 11h, c'est le journal sur LCI. Et bien sûr, on reviendra sur les conséquences de l'attentat de Berlin. Juste après le journal, on parlera des conséquences sur la politique migratoire, mais aussi de la place de l'Allemagne dans la coalition internationale. A tout de suite.